Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a devant nous une pile de documents qui défient un peu toute catégorisation habituelle. Ouais, c'est indéniablement un assemblage très atypique. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour planter le décor à ceux qui nous écoutent, imaginez un gros dossier avec des spécifications d'architecture cryptographique hyper complexes, du code source brut pour des extensions navigateurs, des mémos de stratégie commerciale très froids, des manifestes philosophiques et, Et même des paroles de chansons pop. voilà exactement, des paroles de chansons au beau milieu de tout ça. C'est vrai que lorsqu'on analyse des architectures de cybersécurité de pointe, on tombe rarement sur des références à la danse ou sur des partitions musicales dans la documentation technique. C'est clair. Alors, la mission de notre session d'aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça, de décrypter ce qui ressemble vraiment à une tentative de révolution dans le domaine de la cybersécurité. Tout ça est porté par une initiative qui s'appelle Blocksmith. Tout à fait. Et le but affiché, c'est de faire basculer la sécurité numérique d'un modèle basé sur la peur et, tu sais, la construction de murs défensifs immenses, vers un concept qu'ils appellent la gentillesse ingénierisée ou la dignité numérique. C'est un changement de vocabulaire assez radical pour l'industrie. Et le point de départ pour vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est ce slogan qu'on retrouve partout dans les textes. Rien n'est stocké, rien n'est à voler. Ce fameux slogan. En fait, il attaque frontalement ce que les concepteurs appellent le paradoxe du coffre-fort. Historiquement, l'industrie a toujours traité la sécurité de la même manière. On enferme tout. Oui, on prend des secrets critiques, genre des clés, des mots de passe, des tokens d'accès, et on les centralise dans un énorme coffre-fort numérique hyper sécurisé. Mais le paradoxe, c'est que cette concentration crée mécaniquement une cible géante. Et irrésistible pour les pires, du coup. Exactement. On part du principe qu'il est possible de construire un mur infranchissable, alors que l'analyse des menaces modernes nous montre bien qu'il suffit d'une seule petite faille pour que l'intégralité du coffre soit compromise. C'est un modèle fondamentalement défectueux. Surtout quand on lit la première partie des documents, qui décrit une urgence absolue, il y a cette menace qu'ils appellent la Shadow AI. Les textes utilisent des termes assez dramatiques d'ailleurs. Oui, on lit des choses comme SaaSpocalypse ou OpenClaw Nightmare. Voilà, concrètement sur le terrain de quoi on parle. C'est le résultat direct de la prolifération de l'intelligence artificielle dans les bureaux. Pour aller plus vite, il y a des employés qui installent de manière officieuse des agents autonomes sur leurs ordinateurs. Sans rien dire à la DSI. C'est ça. Prends un outil comme OpenClaw, qui est pas mal mentionné dans les rapports. Un utilisateur va lui donner des permissions de lecture et d'écriture, juste pour automatiser ses emails ou trier des fichiers Excel. Ce qui part d'une bonne intention. Bien sûr, sauf que cet agent n'est pas du tout audité par les équipes informatiques. Et ça génère une dette de contrôle d'une ampleur inédite. On se retrouve avec des milliers de connexions API totalement invisibles qui ont un accès direct au fameux coffre-fort de l'entreprise. J'ai vu la mention d'une vulnérabilité hyper spécifique à ce sujet, la CVE 2026-2525. Ah oui, la fameuse. L'autorisation boursière se sont évaporées en quelques heures à cause de ça. Et l'explication qu'ils donnent est super frappante. Ils disent que l'industrie a confondu un correcteur orthographique avec un garde du corps. J'aime beaucoup cette métaphore. En fait, c'est une critique très acerbe de la façon dont les pare-feux et les systèmes de détection classiques fonctionnent aujourd'hui. Comment ça? Ces systèmes se contentent d'analyser la syntaxe d'une requête. Si la requête semble bien formatée, qu'il n'y a pas de code malveillant évident dedans, elle est validée. C'est le travail d'un correcteur orthographique en fait. Ils vérifient juste si la grammaire est bonne. Voilà. Mais un vrai garde du corps, lui, il se contente pas de vérifier si la phrase est polie ou bien formulée. Il va vérifier l'identité, l'intention et le contexte global de la personne qui s'approche. Donc les agents d'IA compromis envoyaient des requêtes parfaites syntaxiquement et le système les laissait passer. Exactement. Ça vidait les bases de données entières, parce que le système ne vérifiait pas la légitimité profonde de l'action. Alors face à un cauchemar pareil, où tu as des agents invisibles qui contournent les pare-feux comme si de rien n'était, c'est quoi la riposte de Blocksmith? Parce que les notes parlent d'une notion d'inversion et d'un concept un peu tordu appelé valeur de violation dénuée de sens, en anglais meaningless breach value. L'inversion, c'est l'idée d'arrêter de blinder le coffre-fort pour au contraire le vider intégralement. Le vider. Mais on met les données où? Nulle part. Si un attaquant, que ce soit un humain ou une IA, arrive à s'introduire dans l'infrastructure, le but c'est qu'il n'y trouve absolument aucune donnée exploitable. La compromission du système a lieu, le périmètre est franchi, mais la valeur de cette violation est mathématiquement de zéro. D'où la meaningless breach value. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. C'est une promesse énorme. Mais
techniquement parlant, comment on fait tourner un système d'information entier sans rien stocker? Et c'est là qu'intervient le protocole zéro matériau. La règle d'or qu'ils énoncent, c'est que la sécurité doit être un signal, donc une connaissance humaine momentanée, et jamais un matériel. Jamais un fichier persistant sur un disque dur. Pour illustrer ça, les sources prennent l'exemple des clés JIT-Crypt. C'est massivement utilisé par les développeurs pour protéger du code source. Habituellement, tu gardes un fichier binaire très sensible de 148 octets sur ton ordinateur. Le fameux matériel. C'est ça. Le protocole zéro matériel élimine purement et simplement ce fichier. Ils ont un script qui convertit ce fichier binaire en une phrase mnémotechnique de 24 mots. En utilisant la norme BIP39, c'est ça, hein, le standard pour transformer de l'entropie cryptographique en mots lisibles. Exactement. C'est très connu dans certains milieux cryptographiques. Et c'est là que j'ai bloqué en lisant. Parce que la procédure exige que l'utilisateur note ces 24 mots sur du papier, ou même qu'il les grave sur du métal. Puis il doit supprimer totalement toute trace numérique de la clé sur son PC. Oui, il efface le fichier. Mais on demande à des ingénieurs en cybersécurité en 2026 de retourner au papier et au stylo. C'est pas un recul gigantesque au niveau de l'expérience utilisateur. C'est un point de friction, c'est évident. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que c'est totalement assumé. Ce compromis ergonomique, il achète une propriété fondamentale, Laquelle? l'immunité mathématique. À la seconde même où le fichier binaire est purgé du disque, l'ordinateur devient complètement hermétique aux attaques qu'on appelle à froid. Même si la machine est volée physiquement, ou si un malware scanne le disque en arrière-plan, il n'y a rien. Le secret n'existe littéralement pas dans l'espace numérique. La persistance matérielle est abolie. Voilà. La cible a disparu. Ok, mais faut bien qu'ils travaillent, ces développeurs. Quand le gars ouvre sa machine le matin pour coder, il se passe quoi? Il tape sa phrase de 24 mots qu'il a sur son papier, le système ne va pas la sauvegarder sur le disque. Il va la réhydrater uniquement en mémoire vive. Avec une fonction de dérivation, si je me souviens bien des notes, la script KDF. Exactement. Et cette fonction exige énormément de ressources de calcul pour retransformer la phrase en clé utilisable, ce qui rend les attaques par force brute quasiment impossibles. La clé existe uniquement dans cet état transitoire, ce fameux signal, juste le temps de la session. Et dès qu'il se déconnecte, piout, ça s'évapore. Tout s'évapore. Bon, on comprend bien l'idée pour des développeurs très pointus, mais l'ambition du projet va beaucoup plus loin avec l'architecture Xenix. C'est censé appliquer cette même philosophie sans coffre-fort à notre navigation web de tous les jours, avec la suite Playon et Xenix pour Zero Leakage Identity Exchange. Ouais, on sort de la niche technique pour aller vers le grand public. Au lieu d'avoir un gestionnaire de mots de passe classique qui synchronise une grosse base de données sur le cloud, le système génère les mots de passe à la volée. On passe d'une sécurité de stockage à une sécurité de calcul. Pour quiconque a déjà géré des conflits de synchronisation cloud ou craint un piratage de son gestionnaire de mots de passe, c'est majeur. Comment ça marche en pratique alors? C'est un processus strictement déterministe. Tu prends un mot de passe maître facile à retenir, qu'on appelle le secret humain, tu ajoutes le nom de domaine, genre le site web que tu visites, tu ajoutes un identifiant unique appelé SALT et une site de configuration. Et on passe tout ça dans une espèce de mixeur mathématique? Un algorithme de dérivation HKDF, pour être précis. Ça recrache un mot de passe hyper complexe de 28 caractères. Même variable de départ, l'algorithme donnera toujours la même chaîne de 28 caractères, sans jamais avoir besoin de la sauvegarder quelque part. C'est la beauté du système. Il n'y a plus de base de données à pirater. D'ailleurs, j'ai trouvé un détail génial dans le code source de leur extension. Le système peut utiliser un alphabet d'emoji pour générer ses mots de passe. On se retrouve avec des chaînes qui contiennent des planètes, des animaux, des symboles météo. C'est vrai que c'est visuellement très ludique. Mais au-delà du côté sympa, il y a un vrai avantage cryptographique à utiliser des petits koalas comme mot de passe. Oh que oui. C'est une méthode d'augmentation massive de l'entropie. En général, les systèmes informatiques classiques s'attendent à de l'ASCII. Des lettres, des chiffres, quelques caractères spéciaux. En forçant l'utilisation d'emojis, on étend considérablement l'espace de caractères possible. Donc pour un script automatisé qui essaye de deviner le mot de passe, c'est beaucoup plus dur. C'est exponentiellement plus difficile, oui. Justement, parlons de ces scripts automatisés qui tentent de forcer l'entrée. C'est là qu'on aborde l'une de mes découvertes préférées dans ces documents, la résilience trompeuse. La fameuse Deceptive Resilience. Traditionnellement, quand quelqu'un tape un mauvais mot de passe, le serveur renvoie une erreur, genre une erreur 401, accès refusé, ou il bloque l'adresse IP. C'est la norme, ouais. Mais ici, le système agit comme un générateur de l'heure. J'aimerais bien qu'on explique la mécanique.
Comment Xenix réagit face à un pirate qui frappe à la porte avec la mauvaise clé? Plutôt que de dire non, et donc de confirmer à l'attaquant qu'il a échoué, l'architecture utilise cette mauvaise clé pour générer des données synthétiques à la volée. Des fausses données plausibles. Donc si le gars essaye de pirater une base de carte bancaire avec un mauvais mot de passe, Le système ne plante pas, il dérive mathématiquement des faux numéros de carte à 16 chiffres. Et attention, des numéros qui passent toutes les vérifications de format, comme l'algorithme de Lun. donc le pirate croit qu'il a gagné le gros lot. Il télécharge des gigaoctets de données parfaitement formatées, mais en fait c'est juste du bruit algorithmique. Précisément. Et le génie de cette approche, c'est que ça détruit la boucle de rétroaction du pirate. Un hacker, il a besoin de savoir quand il échoue pour ajuster son script et réessayer autre chose. S'il reçoit un message de succès avec des données qui ont l'air réelles, il s'arrête de chercher. Voilà. Son script continue de tourner, de télécharger du vide, il consomme ses propres ressources et son temps. Et pendant ce temps-là, le système de défense a déclenché une alarme silencieuse en coulisses. C'est brillant. Et cette manipulation habile des données s'accompagne d'une autre techno très présente dans les specs, les preuves à divulgation nulle, ou ZKP. Là, on quitte la tromperie pour entrer dans la preuve mathématique pure. Les ZKP, c'est la clé de voûte pour l'anonymat. Ça permet de prouver une condition sans jamais révéler la donnée personnelle qui se cache derrière. Par exemple, pour prouver qu'on est majeur? Avec les ZKPs, le système génère un petit certificat mathématique en quelques millisecondes. Ça garantit au site que tu as plus de 18 ans, mais ça ne transmet jamais ta date de naissance. Et pour faire transiter toutes ces preuves mathématiques, ils s'appuient sur une infrastructure de base qu'ils appellent le réseau Axiom. Les mémos insistent lourdement sur son design pool only, uniquement sur demande. C'est pour rendre les communications indiscernables du bruit de fond du réseau. Rien de poussé, rien à voir. On ne peut pas attaquer ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Le serveur n'annonce pas sa présence avec des ports ouverts qui attendent sagement qu'on s'y connecte. C'est au client d'initier une séquence cryptographique hyper spécifique, juste pour que le réseau admette que le service existe. Jusqu'ici, on explore des concepts très théoriques. Mais il y a la cinquième partie de nos sources qui montre que Blocksmith, c'est aussi une entité avec une vision très pragmatique sur l'intelligence artificielle. Ils ont des mémos stratégiques entiers sur la création de personas d'agents IA. Ils s'appellent Neil, Omar, Rosalina. Quelles sont les leçons qu'ils en tirent? La leçon principale de leur test, c'est qu'une IA générique est une IA dangereuse. Ils ont compris que la spécificité des instructions est le seul rempart fiable contre les hallucinations. Ils mentionnent aussi un point assez contre-intuitif sur la fiabilité de ces agents. Oui, ils disent que la fiabilité d'une IA ne se mesure pas à ses capacités, mais à ses limites. En gros, définir précisément ce qu'une entité refuse de faire est beaucoup plus critique que de lister ce qu'elle est capable de faire. Et ils insistent sur le fait que ces agents ont besoin d'une phase d'apprentissage très stricte. Ils prônent d'ailleurs le modèle du centaure, non? L'exécution par l'IA, mais toujours sous la responsabilité d'un humain. L'IA prépare le terrain, mais l'humain garde la main sur la décision finale. C'est une approche très saine. Et côté matériel, pour faire tourner toutes ces IA, ils critiquent pas mal l'engouement actuel pour le quantique. Ils proposent plutôt une tri-hybride architecture, un mix de classique, de quantique et d'informatique organique, le biocomputing. Ça répond à un vrai problème. Les besoins en calcul de l'IA explosent et créent d'immenses goulets d'étranglement énergétiques. L'idée de l'architecture tri-hybride, c'est d'utiliser l'informatique classique pour le contrôle basique, le quantique uniquement pour l'optimisation très complexe et le biocomputing pour l'efficacité énergétique brute. C'est une vision tellement futuriste. Ça fait presque science-fiction. Et c'est pour ça que j'ai souri en lisant la suite des documents. Parce qu'à côté de ça, ils font preuve d'un pragmatisme commercial redoutable. Ah oui, le fameux mémo sur la certification légale. Exactement. On passe des ordinateurs organiques à un pur tableau Excel de rentabilité. Ils analysent l'idée de construire leur propre infrastructure de certification légale. Ils estiment que ça va leur coûter 5 à 10 millions de francs suisses et prendre 5 ans d'audit. Et la conclusion de la stratégie? On annule tout, on ne le fait pas. Voilà. Au lieu de brûler tout cet argent et ce temps, ils recommandent un partenariat en marque blanche avec SwissSign, une entité déjà établie. C'est super intelligent. L'objectif, c'est de cibler immédiatement une niche très précise, les avocats suisses, pour générer des revenus tout de suite.
Ça prouve que derrière les grands idéaux philosophiques, il y a une équipe qui a bien compris que pour changer le monde, faut d'abord que l'entreprise survive financièrement. Et ce mélange un peu fou de mathématiques pures, de philosophie et de sens des affaires, ça s'incarne parfaitement dans le profil de leur fondateur, Michel Gécombes. Un personnage fascinant. C'est le moins qu'on puisse dire. Les sources dressent un portrait assez incroyable. Docteur de la Sorbonne, ancien directeur chez Intel, pirate éthique de type Grey Hat, mais il est aussi poète et danseur de tango de compétition. Et si on relie ça à la V l'ensemble du projet, on comprend tout. Ces traits de caractère, c'est pas juste des anecdotes. C'est la base de leur architecture technique. La fameuse gentillesse ingénierisée. Exactement. Dans sa vision, contraindre un utilisateur à mémoriser des suites de caractères impossibles ou le bloquer au moindre clic de travers, c'est une forme de brutalité. La sécurité, ça doit pas être une contrainte punitive, mais un acte de soin, de la pure gentillesse. La technologie doit s'adapter à notre fluidité. D'où la métaphore du tango qu'on retrouve dans leur conception de l'identité numérique. Fini le fichier texte stocké sur un serveur, l'identité devient une performance, un signal d'identité cinétique basé sur le rythme de frappe au clavier. Sur une piste de danse, l'identité des partenaires se confirme en temps réel, par le rythme, la pression, le mouvement. Et quand la musique s'arrête et que les danseurs se lâchent, il ne reste aucune trace matérielle de leur danse sur le parquet. C'est beau, dis donc. C'est l'essence même de leur modèle. L'authentification devient une présence continue, pas un vieux badge d'entrée stocké dans un tiroir. C'est sans doute pour faire passer ce message très philosophique qu'ils ont inclus ces fameuses paroles de chansons dans les sources. Des hymnes pop, une adaptation de Bohemian Rhapsody, des morceaux lofi. J'ai failli chanter en lisant ça. Le message central de ces textes, c'est toujours le même. Nous ne vous protégeons pas, nous vous donnons le pouvoir. Ils veulent vraiment arrêter cet interrogatoire permanent des utilisateurs par les machines. La cryptographie, c'est aride. Utiliser la culture pop, ça permet de vulgariser le truc et de faire ressentir le changement de paradigme. Et cette volonté de redonner le pouvoir aux gens trouve son apogée dans le dernier projet mentionné, l'initiative des Lucioles. C'est une belle métaphore, mais concrètement, on passe d'une architecture crypto à quoi, là? À une action civique massive. Le nom vient de ces milliers de lucioles qui synchronisent leur lumière dans la nature pour devenir super visibles. Le projet propose de transposer ça à notre échelle sociale, avec des actions synchronisées. Genre, il propose de faire une pause des transports un jeudi précis, ou que tout le monde lance sa machine à laver à la même seconde un mercredi, ou même une heure de silence numérique total. C'est ça. Mais c'est super dangereux, non? Lancer des millions de machines à laver en même temps, ça peut faire sauter le réseau électrique d'un pays? Le but, c'est pas la destruction, c'est une démonstration par l'absurde de la fragilité de nos systèmes ultra centralisés. En provoquant ces pics de charge par une simple coordination pacifique, l'initiative des Lucioles veut prouver une chose. Si nos infrastructures tiennent le coup aujourd'hui, c'est uniquement parce que nos actions humaines sont naturellement dispersées. C'est pour rappeler aux institutions que le vrai pouvoir appartient toujours à l'action collective résonante. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final, si on prend un peu de hauteur sur toute cette pile de documents? Pour quiconque écoute cette analyse, la leçon, c'est que l'avenir de la protection numérique, c'est pas de construire des murs toujours plus hauts pour protéger nos secrets. C'est de redéfinir notre identité numérique comme une présence souveraine, ultra fluide et sans aucune trace matérielle. Je suis tout à fait d'accord. La véritable sécurité doit élever la dignité humaine. Elle ne doit plus l'infantiliser ou la brutaliser. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre exploration. Mais avant de partir, je voudrais laisser à notre audience une dernière réflexion à méditer. Si nos futurs systèmes numériques ne stockent plus du tout qui nous sommes, mais se contentent de réagir et de reconnaître notre rythme et notre présence à l'instant précis où on interagit avec eux, est-ce que ça veut dire que notre moi numérique cesse techniquement d'exister à la seconde même où on éloigne nos mains du clavier? C'est une question vertigineuse. Et c'est sur cette réflexion vertigineuse que s'achève notre plongée au cœur de cette philosophie numérique. Gardez l'esprit critique et à la prochaine.